Ma famille a boycotté mon mariage mais a loué un yacht de luxe pour les fiançailles de ma sœur. J'ai coupé les ponts et bâti ma vie. 2 ans plus tard, ils ont vu le panneau publicitaire de mon entreprise. Maman a appelé, en pleurs. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Le matin de mon mariage est arrivé avec un ciel si parfaitement bleu qu'il semblait avoir été peint juste pour nous. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de notre modeste lieu de réception, une ancienne grange rénovée en Normandie dont Tristan Chevalier et moi étions tombés amoureux instantanément. Je me tenais seule dans la suite nuptiale, ma robe de mariée suspendue à une poutre en bois. Les détails de la dentelle captaient la lumière d'une manière qui me faisait m'arrêter pour l'admirer. Malgré le sentiment de vide dans ma poitrine, mon téléphone restait silencieux sur la coiffeuse. Aucun appel manqué, aucun nouveau message. Je savais depuis 3 semaines que mes parents et ma sœur ne seraient pas là. Maman m'avait appelé alors que je finalisais le menu avec notre traiteur. Sa voix avait ce ton particulier, celui qu'elle utilisait pour annoncer des nouvelles qu'elle considérait comme de simples inconvénients plutôt que dévastatrices. Sophie, chérie, je ne pense pas que nous pourrons venir à ton mariage. Le traiteur m'avait jeté un coup d'œil alors que je serrais le téléphone plus fort. Qu'est-ce que tu veux dire, vous ne pouvez pas venir? C'est dans 3 semaines. Le petit ami de Chloé prévoit de la demander en mariage le mois prochain. Ils s'envolent pour la Côte d'Azur ce week-end, et nous avons promis de les aider avec les préparatifs. Vous avez promis d'aider avec les préparatifs d'une demande en mariage qui n'a même pas encore eu lieu, au lieu d'assister au mariage de votre propre fille? Les mots avaient un goût amer en sortant de ma bouche. Ne sois pas dramatique. La famille de Romain possède cette société d'investissement, et ils sont très attachés aux traditions. Ses parents louent un yacht pour le week-end de la demande en mariage, et ils nous ont invités à nous joindre à eux. Ce serait impoli de refuser. Le traiteur s'était discrètement excusé de la table. Je l'avais à peine remarqué. Donc, vous sautez mon mariage, mon vrai mariage, pour une demande en mariage qui pourrait ne même pas avoir lieu, pour les parents du petit ami de Chloé, que vous avez rencontré quoi, 2 fois? 3 fois, corrigea ma mère. Et ne sois pas ridicule. Bien sûr qu'il va la demander en mariage. Il nous a déjà montré la bague. C'est un solitaire de 4 carats, Sophie. 4. De plus, ton mariage est si simple. Les parents de Tristan couvrent la majeure partie de toute façon, n'est-ce pas? Simple. Elle l'avait dit comme si c'était honteux. Tristan et moi avions tout planifié nous-mêmes, payé la majeure partie nous-mêmes, choisi ce qui comptait pour nous. Oui, ses parents avaient aidé. Ils avaient insisté pour couvrir le lieu de réception, mais ils l'avaient fait avec un enthousiasme sincère pour nos choix, pas avec une déception à peine voilée que ma famille ne semblait pas pouvoir cacher. Les parents de Tristan soutiennent nos décisions. Ils n'achètent pas notre mariage. Ma mère avait soupiré. Je ne comprends pas pourquoi tu es si contrariée. Ce n'est pas comme si c'était inattendu, Sophie. Tu as toujours fait les choses à ta manière, contre nos conseils. Si tu étais sortie avec Romain quand il s'intéressait à toi avant Chloé, peut-être que tu serais celle qui aurait une demande en mariage sur un yacht. Le souvenir de cette conversation brûlait alors que je me tenais seule dans la suite nuptiale. La mère de Tristan, Diane, frappa doucement avant d'entrer, son sourire chaleureux alors qu'elle apportait une boîte de viennoiseries fraîches et du café. La maquilleuse sera là dans 20 minutes. J'ai pensé que tu voudrais peut-être prendre le petit déjeuner. Elle s'arrêta, remarquant mon expression. Sophie, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, mentis-je, forçant un sourire. Juste le trac du mariage. Diane posa la boîte et prit mes mains dans les siennes. Tes parents? Je hochai la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Je suis tellement désolée, dit-elle en me serrant les mains. Mais je veux que tu saches à quel point Richard et moi sommes fiers de t'accueillir dans notre famille. Nous n'aurions pas pu rêver d'un meilleur partenaire pour Tristan. La cérémonie fut magnifique par son intimité. 58 invités au lieu des 61 que nous avions prévus. Les yeux de Tristan s'étaient embués de larmes quand j'avais descendu l'allée au bras de son père. Richard avait insisté pour m'accompagner lorsqu'il avait appris que mon père ne viendrait pas. Mes colocataires d'université, Élodie et Jasmine, étaient mes demoiselles d'honneur, tandis que le frère de Tristan,
Marc, servait de témoin. Nous avons échangé nos vœux sous une arche en bois ornée de fleurs sauvages et de guirlandes lumineuses. La réception proposait une cuisine locale de la ferme à la table, des bières artisanales de la brasserie préférée de Tristan, et une playlist que nous avions passé des semaines à perfectionner. Sous des guirlandes lumineuses, nous avons dansé avec les personnes qui avaient choisi de célébrer avec nous. C'était parfait, malgré les sièges vides à la table d'honneur. La lune de miel en Bretagne avait été une évasion parfaite. Tristan et moi avons passé une semaine dans un cottage côtier près de Perros-Guirec, faisant de la randonnée dans le parc naturel régional d'Armorique pendant la journée et nous endormant au son des vagues la nuit. Nous nous sommes complètement déconnectés de nos téléphones, des réseaux sociaux et des drames familiaux. Pendant 7 jours, il n'y a eu que nous, construisant les fondations de notre mariage loin des influences et des attentes extérieures. La propriétaire du cottage, Éléonore, était une artiste aux cheveux argentés qui vivait sur la propriété toute l'année. Elle nous avait immédiatement pris en affection, partageant des secrets locaux que les touristes découvraient rarement, une crique cachée avec des piscines de marais grouillant d'étoiles de mer, une boulangerie familiale qui faisait des tartes aux myrtilles sauvages avec des baies cueillies le matin même, un sentier de falaises isolé avec des vues qui s'étendaient jusqu'à l'Angleterre par temps clair. « Vous avez quelque chose de spécial, vous deux ?» nous a-t-elle dit un soir alors que nous partagions une bouteille de vin sur sa véranda. Le coucher de soleil peignait le ciel d'orange et de rose brillant se reflétant sur l'eau calme de la baie. Cela fait 30 ans que je vois des couples passer ici. Je peux dire ceux qui vont durer. Quel est notre secret ? Demanda Tristan, ses doigts entrelacés avec les miens. Éléonore sourit, les rides autour de ses yeux s'accentuant. Vous vous regardez de la même manière, égaux. Certains couples, l'un regarde toujours en haut, l'autre en bas, ça ne marche jamais. Elle nous fit un geste avec son verre. Vous deux, par contre, œil pour œil. Ces mots sont restés avec moi tout au long de notre séjour. Œil pour œil, égaux. C'était tout. Le mariage de mes parents n'était pas tout. Ma relation avec ma famille ne l'avait jamais été. Notre dernier matin en Bretagne, Éléonore me tendit un petit paquet. Cadeau de mariage, dit-elle. Ouvre-le quand tu auras besoin de te souvenir. Je glissai le paquet dans ma valise, ayant l'intention de l'ouvrir en rentrant chez nous. 2 jours après notre retour de lune de miel, j'ai reçu un message de ma sœur. Pas de félicitations, pas de questions sur le mariage ou la lune de miel. Juste une photo d'une énorme bague en diamant à son doigt, suivie de « Il m'a demandé en mariage ». Maman et papa ont loué un yacht avec la famille de Romain pour tout le week-end. Nous pensons à un mariage en juin au château de Chantilly. Réserve la date. La douleur qui me traversa fut inattendue et physique. Une oppression dans ma poitrine qui rendait la respiration difficile. Après tout cela, après avoir manqué mon mariage pour les préparatifs de cet événement même, ils ne pouvaient même pas reconnaître ce qu'ils avaient fait. Aucune excuse, pas même un souhait superficiel, j'aurais aimé que tu sois là. Juste la célébration et l'attente que je joue mon rôle assigné dans l'histoire de vie parfaite de Chloé. J'avais fixé l'écran de mon téléphone pendant plusieurs minutes avant de le poser face contre terre sur le comptoir de la cuisine de notre nouvel appartement. Tristan me retrouva là plus tard, toujours au même endroit. Chloé s'est fiancée, dis-je d'une voix neutre. Il me serra dans ses bras par derrière, posant son menton sur mon épaule. Ça va ? Ils ont loué un yacht, Tristan. Mes parents, qui n'ont pas pu assister au mariage de leur propre fille, ont loué un yacht pour les fiançailles de ma sœur. Je suis tellement désolée, Sophie. Je me retournai dans ses bras, me souvenant soudain du paquet d'Éléonore. Attends ici. Je récupérai le petit paquet dans ma valise, toujours pas entièrement défaite de notre voyage. En le déballant soigneusement, je trouvai une pierre peinte à la main à l'intérieur. D'un côté, une rose des vents complexe. De l'autre, des mots peints d'une écriture délicate, la direction de ta vie est toujours ton choix. Une carte glissée sous la pierre disait, les voyages les plus importants commencent souvent par s'éloigner. Fais confiance à ta boussole. Serrant la pierre, je retournai à la cuisine. Tristan se tenait là où je l'avais laissé, l'inquiétude gravée sur son visage. Non, dis-je en redressant mes épaules. J'en ai assez d'être désolée. J'en ai assez d'espérer qu'ils changeront.
Des souvenirs m'envahirent alors que je parlais, des années de traitements différents entre ma sœur et moi devenant limpides. Quand Chloé eut 16 ans, mes parents l'ont surprise avec une nouvelle voiture. Quand j'ai eu 16 ans, un an auparavant, j'ai reçu des leçons de conduite et on m'a dit que je devrais économiser pour mon propre véhicule. Pour ma remise de diplôme du lycée, ils ont organisé un petit dîner à la maison. Pour la remise de diplôme de Chloé l'année suivante, ils ont loué un lieu et invité 50 personnes. À chaque fois, le schéma était constant. Ce que Chloé recevait librement, je devais le gagner ou m'en passer. Ils m'ont montré qu'ils sont toute ma vie, continuai-je, ma voix plus ferme que prévu. J'ai juste refusé de le croire. Tristan prit mes mains, son regard direct et inébranlable. Quoi que tu décides, je suis avec toi. Mais assure-toi de le faire pour les bonnes raisons, non par colère, mais par respect de soi. Sa sagesse me frappa profondément. Il ne s'agissait pas de les punir. Il s'agissait de me protéger, de créer un espace pour une vie où je ne cherchais pas constamment une approbation qui ne viendrait jamais. Ce soir-là, je rédigeais un court email à mes parents. J'ai passé des années à essayer de gagner votre approbation et votre attention. J'ai excusé votre comportement et je me suis blâmé de ne pas être assez bien. Je ne peux plus le faire. J'ai besoin d'espace pour construire une vie où je suis valorisée. S'il vous plaît, ne me contactez pas pendant un certain temps. Je vous contacterai quand je serai prête. Sophie. J'envoyai un message similaire à Chloé, ajoutant des félicitations pour ses fiançailles, mais expliquant que je n'assisterais pas à son mariage. Puis je bloquai leur numéro, les supprimai de mes réseaux sociaux et me tournai vers l'avenir que je construisais avec Tristan. Les premiers jours de séparation furent plus difficiles que je ne l'avais prévu. Des habitudes formées pendant des décennies ne se dissolvent pas du jour au lendemain. Je me surprenais à vouloir prendre mon téléphone pour partager de bonnes nouvelles avant de me souvenir que cela ne servait à rien. Des vagues inattendues de chagrin m'envahissaient à des moments aléatoires. Non pas un chagrin pour ce que j'avais perdu, mais pour ce qui n'avait jamais existé en premier lieu, un soutien familial inconditionnel. Tristan suggéra une thérapie. C'est un changement de vie majeur, Sophie. Avoir quelqu'un de neutre à qui parler pourrait t'aider. Au début, j'ai résisté. Ma famille avait toujours rejeté la thérapie, la considérant comme payer des étrangers pour écouter vos problèmes. Mais cette voix dans ma tête était exactement ce à quoi j'avais besoin d'échapper. J'ai trouvé le docteur Mélanie Dubois grâce à notre réseau d'assurance, une spécialiste des systèmes familiaux expérimentés avec des adultes naviguant dans des dynamiques familiales compliquées. Ce que vous décrivez est un schéma courant, me dit-elle lors de notre 3e séance, des dynamiques d'enfants dorés contre bouc émissaire. Il ne s'agit pas de qui vous êtes, mais des rôles qui vous ont été assignés. Je ne me sens pas comme un bouc émissaire, objectai-je. Ils ne m'ont jamais blâmé pour quoi que ce soit. Le bouc émissaire n'est pas toujours blâmé, expliqua-t-elle. Parfois, c'est juste celui qui est censé s'adapter, comprendre, se contenter de moins. Celui dont les besoins sont secondaires. Ces mots ont éclairé toute une vie d'expérience. Comment j'avais appris à minimiser mes besoins, à célébrer les moments de Chloé sous les feux de la rampe tout en minimisant mes propres déceptions. Comment j'avais intériorisé le message que vouloir plus était égoïste, que je devais être reconnaissante pour toute attention qui m'était accordée. Votre décision de prendre du recul n'est pas de les abandonner, dit le docteur Dubois. C'est de refuser de participer à une dynamique qui vous fait du mal. C'est sain. Grâce à des séances hebdomadaires, j'ai commencé à démêler la toile complexe du conditionnement familial. Certains jours apportaient de la colère, une colère juste et purificatrice qui consumait des années de doute de soi. D'autres jours apportaient une tristesse si profonde qu'elle semblait sans fond. Mais progressivement, les tempêtes émotionnelles sont devenues moins fréquentes, moins intenses, faisant place à quelque chose de nouveau, la possibilité. Tristan et moi avons établi des routines qui nourrissaient notre relation. Des randonnées le dimanche matin dans les parcs régionaux voisins, la préparation de recettes ambitieuses ensemble le mercredi soir, une journée d'aventure mensuelle où nous explorions un nouvel endroit à moins de 3 heures de route. Nous avons bâti des traditions qui étaient uniquement les nôtres, détachées des attentes familiales. Ses parents, Diane et Richard, nous invitaient à dîner tous les 15 jours.
Contrairement aux rassemblements formels de ma famille où les conversations étaient des performances et les critiques déguisées en sollicitude, ces dîners étaient détendus, remplis d'un intérêt sincère et de rires faciles. Diane ne comparait jamais Tristan à son frère Marc, ne laissait jamais entendre que l'un était plus précieux que l'autre. Richard parlait de ses deux fils avec la même fierté. « Tu sembles différente ici », observa Tristan alors que nous rentrions chez nous après une telle soirée. Plus détendu. Je ne me prépare pas au jugement, réalisai-je à voix haute. Avec ma famille, j'avais toujours l'impression de passer une audition pour obtenir leur approbation. 3 mois après ma séparation familiale, j'ai reçu un email de Chloé. Il avait contourné mes blocages en venant de son adresse professionnelle. Sophie, je ne comprends pas ce qui se passe. Maman et papa ne veulent pas parler de la raison pour laquelle tu ne leur parles pas. Ils disent juste que tu as besoin d'espace. Mon mariage est dans 4 mois et la place de mademoiselle d'honneur est vide. Tu es ma sœur. Quoi qu'ils aient fait, s'il te plaît, ne me punis pas pour ça, Chloé. L'email en révélait en part ce qu'il ne disait pas. Elle supposait que nos parents étaient en faute sans connaître les détails, suggérant un schéma qu'elle reconnaissait. Pourtant, elle s'attendait toujours à ce que je remplisse mon rôle désigné dans sa vie, quels que soient mes sentiments. J'ai rédigé et supprimé 5 réponses différentes avant de me décider à l'honnêteté. Chloé, je ne te punis pas. Je crée de l'espace pour guérir des schémas qui m'ont fait souffrir pendant des années. Le traitement différent que nous avons reçu n'est pas de ta faute, mais ce n'est pas quelque chose que je peux prétendre ne pas exister. J'espère que ton mariage sera tout ce dont tu rêves. J'espère que Romain te rendra heureuse, mais je n'y assisterai pas. J'ai besoin de cette limite en ce moment. Peut-être qu'un jour nous pourrons construire une relation d'égal, pas d'enfants dorés et de sœurs de l'ombre. Sophie. Elle n'a pas répondu. Par le biais de connaissances mutuelles, j'ai appris plus tard qu'elle avait demandé à sa colocataire d'université d'être sa demoiselle d'honneur. Leurs photos de mariage sont apparues dans un magazine de mode de vie régionale. Mes parents rayonnant au premier rang, la réception au château de Chantilly aussi somptueuse que prévu. J'ai ressenti un pincement au cœur en parcourant la galerie en ligne. Mais ce n'était pas du regret. C'était la reconnaissance de la différence de nos chemins. Pendant ce temps, mon propre chemin prenait des tournures inattendues. Le programme d'incubateur de start-up a accepté ma candidature 3 mois plus tard. Pendant mes études de MBA, j'ai développé un concept commercial pour des boîtes de bien-être par abonnement personnalisable qui combinait les approches orientales et occidentales de la santé. Le concept avait commencé comme un projet passionnant pendant mes études supérieures, un moyen de faire face au stress des cours et de la déception familiale. L'idée avait germé des années plus tôt, pendant mes études de premier cycle en biochimie et en commerce. J'avais été témoin des limites de la médecine conventionnelle lorsque ma colocataire Élodie avait développé un syndrome de fatigue chronique. Les médecins prescrivaient médicament après médicament, chacun traitant des symptômes isolés sans s'attaquer au déséquilibre systémique. Frustrée par leur approche, Élodie avait commencé à explorer des traitements alternatifs, acupuncture, herbes adaptogènes, thérapie nutritionnelle. La médecine occidentale voit le corps comme des systèmes séparés, m'avait-elle expliqué un soir alors que nous étions assises en tailleur sur le sol de sa chambre de dortoir, triant sa collection croissante de compléments. La médecine orientale voit tout comme connecté. J'avais été sceptique au début. Mes cours de sciences mettaient l'accent sur les preuves empiriques, les études contrôlées, les solutions pharmaceutiques. Mais observer Élodie retrouver progressivement son énergie grâce à cette approche intégrée avait fait naître quelque chose en moi, la curiosité pour les traditions de guérison que mon éducation avait rejetées. Ma grand-mère, Véronique, avait planté ses graines encore plus tôt. Née en Annam avant d'immigrer en France dans la vingtaine, elle avait maintenu ses pratiques traditionnelles tout en adoptant des aspects de la vie occidentale. Enfant, j'avais passé des étés avec elle, fasciné par son armoire à pharmacie, un mélange de flacons de médicaments sur ordonnance et de mystérieux pots d'herbes séchées, de racines et de champignons. L'équilibre, me disait-elle dans son français accentué, me montrant comment préparer du thé au gingembre pour mon mal de ventre au lieu de prendre du Gaviscon. Le corps sait comment se soigner. Nous ne faisons que lui rappeler. Mes parents toléraient ces remèdes de « l'ancien pays », avec un dédain à peine voilé. Maman,
Elle a besoin de vrais médicaments, insistait mon père quand je tombais malade lors de nos visites. Ma grand-mère souriait, s'écartait pour les solutions de la pharmacie, mais me glissait ses thés et ses toniques plus tard, me faisant un clin d'œil complice. Après sa mort, quand j'avais 15 ans, j'avais hérité de son journal de remèdes, des notes manuscrites dans un mélange de vietnamien et de français, documentant des siècles de sagesse de guérison. Je l'avais gardé caché, sachant que mes parents le rejetteraient comme des superstitions absurdes. Mais tout au long de l'université et au-delà, je m'étais retrouvée à revenir à ces pages, surtout pendant les périodes de stress ou de maladie. Mon concept commercial pour « Zenita Bien-être » était né de cette confluence d'influences. Mon expérience en biochimie fournissait la compréhension scientifique, les connaissances traditionnelles de ma grand-mère offraient des approches alternatives, et ma formation en commerce fournissait le cadre pour les fusionner efficacement. Le modèle combinait des régimes de suppléments personnalisés, des herbes adaptogènes, des systèmes de livraison de nutriments ciblés et des composants éducatifs avec des consultations de télémédecine facultative. Chaque boîte d'abonnement serait personnalisée en fonction d'une évaluation complète des apports, abordant les objectifs et les préoccupations de santé individuelle grâce à un mélange de solutions fondées sur des preuves provenant de multiples traditions de guérison. Mes professeurs de MBA avaient été enthousiastes à propos du concept, mais ma famille l'avait rejeté comme une autre de mes idées irréalisables. Papa m'avait poussé vers la finance d'entreprise, où il avait des relations. Maman avait suggéré la vente de produits pharmaceutiques, insistant sur le fait que c'était assez proche de mes intérêts, mais avec de l'argent réel. L'espace du bien-être est surpeuplé, avait argumenté mon père lors d'une discussion tendue pendant un dîner. Et ces approches alternatives ne sont que des modes. Dans 5 ans, les gens passeront à la prochaine mode. Ce n'est pas une mode, papa, avais-je rétorqué. C'est un changement fondamental dans la façon dont les gens abordent la santé. Des programmes de médecine intégrative ouvrent dans de grands hôpitaux. Les compagnies d'assurance commencent à couvrir les traitements alternatifs. Sophie a toujours besoin d'être différente, avait soupiré ma mère à Chloé comme si je n'étais pas assise à la même table. Tu te souviens quand elle a insisté pour prendre de la biochimie au lieu de la communication comme nous l'avions suggéré ? Chloé, qui étudiait la communication à l'époque, avait souri. Tout le monde ne peut pas gérer les sciences dures, maman. La conversation avait dégénéré à partir de là. Mes arguments fondés sur des preuves rejetées comme de l'entêtement, ma passion interprétée comme de la rébellion. J'avais quitté ce dîner avec une lourdeur familière, le poids d'être incomprise par les gens qui auraient dû me connaître le mieux. Tristan croyait en moi complètement. Il m'a aidé à rédiger le plan d'affaires, est resté éveillé tard à discuter des stratégies de marketing et m'a encouragé à postuler au programme d'incubateur. Son soutien n'a jamais faibli, même lorsque j'ai été rejetée par les 2 premiers programmes auxquels j'avais postulé. Ces rejets ne concernent pas ton concept, a-t-il insisté après le 2e email décevant. Ils concernent l'adéquation et le calendrier. Le bon programme reconnaîtra ce que tu construis. Il avait eu raison. La 3e candidature à un programme spécifiquement axé sur l'innovation en santé avait touché la corde sensible. L'email d'acceptation est arrivé un mardi matin alors que je travaillais à mon poste de consultante, la position pratique que j'avais prise après l'obtention de mon diplôme pour constituer des économies. J'ai appelé Tristan immédiatement. Ils nous ont acceptés. 15 000 € de financement de démarrage et 6 mois de mentorat. Je savais qu'il le ferait, dit-il, sa voix confiante et chaleureuse. Ce n'est que le début, Sophie. Le programme exigeait un engagement à temps plein, ce qui signifiait que je devrais quitter mon poste de consultante. L'idée me terrifiait. Les voix de mes parents résonnaient dans ma tête. Irresponsable, risqué, trop audacieux. Pendant un instant, j'ai failli prendre mon téléphone pour demander leur avis, un réflexe de décennies de conditionnement. Au lieu de cela, j'ai appelé le docteur Dubois et programmé une séance d'urgence. « Qu'est-ce qui vous retient ?» demanda-t-elle après que j'ai expliqué mon dilemme. Des préoccupations financières, des considérations pratiques, ou la peur de leur donner raison si vous échouez. Sa question a cristallisé le conflit interne. La dernière, ai-je admis. Si cela ne marche pas, ils le verront comme une confirmation qu'ils avaient raison sur moi depuis le début. Et si ça marche, a-t-elle contesté. Est-ce qu'ils verront cela comme une confirmation qu'ils avaient tort ?
J'ai ri sans humour. Probablement pas. Ils prétendront soit qu'ils m'ont toujours soutenu, soit ils trouveront un moyen de le minimiser. Donc, leur opinion ne peut pas être le facteur décisif, a-t-elle conclu. C'est un scénario sans issue si c'est votre critère de succès. Elle avait raison. J'étais libérée de tout contact direct avec ma famille depuis des mois, mais je cherchais encore inconsciemment leur approbation, craignant encore leur jugement. La véritable indépendance signifiait prendre des décisions basées sur mes propres valeurs et évaluations, non en réaction à leurs attentes. J'ai donné ma démission à mon cabinet de conseil le lendemain. Ma patronne, Patricia, a exprimé une déception sincère de me perdre, mais a proposé de me mettre en contact avec des investisseurs potentiels. Votre concept a du potentiel, Sophie. Avec le bon soutien, vous pourriez vraiment bouleverser l'industrie du bien-être. 2 jours plus tard, j'ai signé les documents pour le programme d'incubateur. Ce soir-là, Tristan m'a surprise avec un dîner de célébration sur le balcon de notre appartement, guirlandes lumineuses, champagne et plats à emporter de notre restaurant éthiopien préféré. À Zenita Bien-être, a-t-il trinqué, ses yeux reflétant les lumières scintillantes. Et à ma brillante et courageuse épouse qui est sur le point de changer la façon dont les gens pensent à la santé. Alors que nous entrechoquions nos verres, j'ai ressenti un profond sentiment d'alignement avec moi-même, mes valeurs, ma vision. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas divisée entre qui j'étais et qui les autres voulaient que je sois. Le soulagement était exaltant. Les 6 mois suivants passèrent dans un tourbillon de journées de travail de 18 heures, de développement de prototypes, d'études de marché et de réunions sans fin. Tristan a pris des clients photographes supplémentaires pour compléter nos revenus pendant que je construisais les fondations de ce qui allait devenir Zenita Bien-être. Le nom combinait Zen avec les 3 dernières lettres du prénom de ma grand-mère, Véronique. À la fin du programme d'incubateur, nous avions obtenu 250 000 € supplémentaires en investissement providentiel, finalisé notre chaîne d'approvisionnement et lancé une version bêta de notre plateforme avec 200 clients tests. Les retours furent extrêmement positifs. Notre taux de rétention client atteignait 92% après le 2e mois, près du double de la moyenne du secteur. 18 mois après le lancement, nous avons clôturé un tour de financement de série A de 2,3 millions d'euros. À ce moment-là, notre base d'abonnés avait dépassé les 50 000 utilisateurs. 6 mois plus tard, après avoir été présenté dans Santé Magazine, Forbes 30 Under 30 et plusieurs émissions matinales importantes, nos chiffres ont bondi à 75 000 abonnés. Aujourd'hui, à l'approche de notre 3e anniversaire, Zenita connaissait une croissance plus rapide que nous ne l'avions jamais anticipée. La campagne d'affichage était l'idée de Tristan. Nous devrions célébrer le cap des 100 000 abonnés avec quelque chose d'audacieux, a-t-il suggéré lors d'un rare week-end d'évasion dans les gorges du Verdon. Nous avons été tellement absorbés par l'entreprise que nous avons à peine pris le temps de digérer notre succès. Les panneaux publicitaires sont chers, ai-je rétorqué, bien que l'idée m'attirait. Un coup d'éclat à l'ancienne pour une entreprise d'abord numérique. Parfois, l'ancienne école perce le bruit, a dit Tristan en remplissant nos verres de vin. De plus, ton histoire est puissante. Fondatrice féminine, concept innovant, croissance exponentielle. Ton visage mérite d'être grand de 12 mètres sur les marchés majeurs. J'en ai ri, mais j'ai accepté d'en discuter avec notre équipe marketing. Ils ont adoré le concept immédiatement. Nous avons prévu une série de 5 panneaux publicitaires à des endroits stratégiques dans le nord-est de la France, avec un design simple, mon portrait, accompagné de notre slogan, Bien-être réinventé, avec le logo et le site web de Zenita. Le panneau de Lille a été installé en premier, positionné stratégiquement sur la 1, où il ne pouvait pas être manqué par les navetteurs, y compris ceux qui faisaient la navette entre ma ville natale et les banlieues où mes parents vivaient toujours. Je ne l'avais pas planifié comme une déclaration à ma famille. Il n'était même plus sur mon radar. Au cours des 3 années qui s'étaient écoulées depuis que j'avais coupé les ponts, j'avais dépassé le stade de me demander s'ils pensaient jamais à moi. La douleur creuse s'était progressivement remplie de sens, de réussite et de véritables liens. Tristan et moi avions bâti un foyer rempli de rire et de respect mutuel. Nous avions trouvé notre entourage, des amis qui étaient présents, célébraient nos victoires et nous soutenaient dans les revers. Patricia, de mon ancien cabinet de conseil, était devenue une amie proche et une conseillère informelle.
Élodie et Jasmine sont restées des constantes dans ma vie. Les parents de Tristan me traitaient comme une fille, pas comme une pensée après coup. L'appel téléphonique est arrivé un mercredi après-midi alors que j'examinais les prévisions trimestrielles avec notre directrice financière, Hélène. Mon assistante, Marine, a frappé à la porte de mon bureau, son expression inhabituellement tendue. « Je suis désolée de vous interrompre, mais il y a une femme sur la ligne 1 qui insiste pour vous parler. Elle dit qu'elle est votre mère. » Ma main s'est figée sur la feuille de calcul que j'étais en train d'annoter. Hélène a jeté un coup d'œil entre Marine et moi, sentant le changement soudain d'énergie. « Dois-je lui dire que vous n'êtes pas disponible ?» a demandé Marine, tendant déjà la main vers la porte. J'ai pris une profonde inspiration. « Non, je vais prendre l'appel. »« Hélène, pouvons-nous terminer cela dans 1 heure ?» Après qu'elle soit partie, j'ai fixé la lumière clignotante de mon téléphone de bureau pendant près d'1 minute avant de décrocher le récepteur. Ici Sophie Chevalier. J'avais pris le nom de famille de Tristan après notre mariage, abandonnant le dernier lien formel avec ma famille d'origine. Sophie, c'est maman. Sa voix sonnait exactement pareille, mais étrangement étrangère après 2 ans de silence. Je sais. J'ai gardé un ton neutre, professionnel, comme si elle n'était qu'un autre contact professionnel. Nous avons vu le panneau publicitaire en allant chez Chloé hier. Ton père a failli sortir de la route. Elle a eu un petit rire maladroit qui s'est rapidement éteint dans le silence. C'est pourquoi vous appelez ? Pour discuter de la stratégie marketing de mon entreprise ? Non, bien sûr que non. Nous appelons parce que... Sa voix s'est brisée. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, Sophie ? Ta propre famille ? Nous avons dû apprendre par un panneau publicitaire que tu es une femme d'affaires à succès maintenant. L'audace de sa question m'a coupé le souffle un instant. 2 ans de silence précédés d'une vie d'amour conditionnel et elle s'attendait à quoi ? Un communiqué de presse envoyé chez eux ? Des mises à jour régulières sur mes réalisations malgré leur désintérêt total ? Je vous l'ai dit, ai-je finalement dit. Pendant des années, je vous ai parlé de mes intérêts, de mes objectifs, de ma vision. Vous n'étiez pas intéressé. Ce n'est pas juste. Nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi. Non, vous vouliez ce qui était le plus facile à comprendre et à vanter. La richesse de la famille du fiancé de Chloé. Facile à comprendre. Ma passion pour le bien-être intégratif. Trop compliqué, trop risqué. Sophie, s'il te plaît. Tu nous as terriblement manqué. Tu as disparu de nos vies sans aucune explication. Pas d'appel, pas de visite, rien pendant 2 ans. Puis soudain, tu es là sur un panneau publicitaire géant. Sais-tu ce que ça fait en tant que mère ? J'ai fermé les yeux, imaginant la scène, leur choc en voyant mon visage au-dessus de l'autoroute, l'explication hâtive à qui que ce soit avec qui ils étaient, la recherche frénétique de ma compagnie une fois arrivée chez Chloé. Avait-il été impressionné, confus, embarrassé de ne rien savoir de mon succès ? Qu'est-ce que ça a fait quand vous avez sauté mon mariage pour le week-end de demande en mariage de Chloé ? Ai-je demandé doucement. Qu'est-ce que ça a fait de louer un yacht pour ses fiançailles mais de ne pas assister à ma cérémonie ? La ligne resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Nous avons fait une erreur, a-t-elle finalement admis. Nous aurions dû être là. Oui, vous auriez dû. Les mots sont sortis plus fermes que je ne l'avais imaginé. Mais ce n'était pas une erreur ponctuelle, maman. C'était l'aboutissement d'un schéma, une vie entière à être le 2e choix. Ce n'est pas vrai. Nous aimons nos 2 filles également. S'il te plaît, ne me mens pas. Pas maintenant. Elle resta silencieuse à nouveau. Ton père et moi voulons nous racheter, dit-elle enfin. Nous voulons faire à nouveau partie de ta vie. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part, parler en face à face ? Une partie de moi voulait refuser, protéger la paix que j'avais bâtie. Mais une autre partie, celle qui avait finalement acquis suffisamment de confiance en sa propre valeur, se sentait prête à les affronter à de nouvelles conditions. J'ai une ouverture pour un déjeuner jeudi prochain, dis-je. Il y a un café près de mon bureau appelé l'Estaminet. 13h, nous serons là, promit elle, sa voix s'éclairant d'espoir. Devrions-nous amener Chloé ? Elle demande aussi de tes nouvelles. Non, dis-je fermement.
Juste vous et papa pour l'instant. Après avoir raccroché, je suis restée immobile, absorbant la conversation. Tristan serait inquiet quand je lui dirais, protecteur envers moi et méfiant de la douleur que ma famille pouvait infliger, mais il soutiendrait quelle que soit ma décision. Cette certitude ressemblait à un bouclier contre ce qui pourrait arriver ensuite. Le café L'Estaminet occupait le rez-de-chaussée d'une ancienne usine rénovée à 3 pâtés de maison du siège de Zenita. Des baies vitrées inondaient l'espace de lumière naturelle, tandis que les murs de briques apparentes et les poutres en bois préservaient son histoire industrielle. Je l'avais choisi délibérément, un terrain neutre, mais suffisamment proche de mon bureau pour que je me sente en sécurité sur mon propre territoire. Je suis arrivée 20 minutes en avance, sélectionnant une table de coin qui offrait de l'intimité sans isolement. Marine avait libéré mon emploi du temps pour l'après-midi, comprenant sans explication que j'aurais peut-être besoin de temps après. Mes parents sont entrés précisément à 13h, balayant le café du regard jusqu'à ce qu'ils me repèrent. Ils semblaient plus âgés que dans mes souvenirs, les cheveux de papa plus gris, le visage de maman plus ridé. Ils marchèrent vers moi avec des expressions d'incertitude identiques, comme s'ils approchaient un étranger qui ressemblait à quelqu'un qu'ils avaient connu autrefois. « Sophie », dit papa en arrivant à la table. Il se pencha maladroitement comme s'il hésitait à me serrer dans ses bras. Je me levai et lui tendis la main. Il la serra, la surprise traversant son visage. Maman ne fit pas semblant, me tirant dans une accolade que je ne rendis ni ne résistai. « Tu as l'air merveilleuse », dit-elle en reculant pour m'examiner. « Le succès te va bien. » Nous avons commandé le déjeuner, un rituel qui structurait une interaction autrement inexplorée. De petites conversations nous accompagnèrent jusqu'à l'arrivée de nos plats, commentaires neutres sur le temps, la décoration intéressante du café, la qualité du café. Enfin, alors que nous terminions de manger, papa se racla la gorge. « Ta mère et moi te devons des excuses », commença-t-il. « Nous aurions dû être à ton mariage. Il n'y a aucune excuse pour l'avoir manqué, et j'ai profondément honte de notre choix. » Sa franchise me surprit. Papa avait rarement admis ses torts pendant mon enfance. Nous avons beaucoup réfléchi au cours de ces 2 dernières années, ajouta maman, au genre de parents que nous avons été pour toi versus Chloé. Nous ne l'avons pas vu alors, mais en regardant en arrière. Elle tordit sa serviette entre ses doigts. Nous l'avons favorisé. Nous avons trouvé des excuses pour te traiter différemment, mais c'est ce que c'était. Pourquoi ? La question m'échappa avant que je puisse considérer si je voulais entendre leur réponse. Ils échangèrent des regards, une communication silencieuse dont j'avais été témoin d'innombrables fois en grandissant, me sentant toujours exclu de leur langage privé. Chloé était plus facile, admit papa. Elle voulait ce que nous comprenions. Le statut, la sécurité, le succès traditionnel. Tu as toujours repoussé les limites, continua maman. Tout remis en question, voulu forger ton propre chemin. Cela nous a fait peur. Alors vous n'avez tout simplement pas, je gardai ma voix égale. Non, nous n'avons pas, acquiesça papa, et nous avons manqué de connaître une fille extraordinaire à cause de cela. La validation que j'avais tant désirée atterrit avec un vide surprenant. J'avais déjà construit ma vie sans leur approbation. La recevoir maintenant, c'était comme recevoir une carte après avoir terminé le voyage. Parle-moi de ton entreprise, dit maman, une curiosité sincère dans sa voix. Le panneau disait « Bien-être réinventé ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pendant les 30 minutes suivantes, j'expliquai la mission de Zenita, notre trajectoire de croissance et ma vision pour l'avenir. Ils écoutèrent avec une attention que je n'avais jamais ressentie de leur part auparavant, posant des questions réfléchies qui suggéraient qu'ils avaient fait des recherches sur mon secteur avant notre rencontre. « Nous sommes si fiers de toi », dit papa quand j'eus terminé. « Ce que tu as bâti est remarquable. » « Merci », répondis-je, les mots me semblant étrangers sur la langue, acceptant leur fierté après des années à la chercher. « Nous aimerions faire à nouveau partie de ta vie, Sophie, dit maman, tendant la main vers la mienne de l'autre côté de la table, mais s'arrêtant avant de me toucher, si tu nous le permets. J'étudiai leur visage, l'espoir, le regret, l'humilité inhabituelle. « Je ne suis pas la même personne que vous avez connue, leur dis-je. Je ne me rétrécirai plus pour correspondre à vos attentes. Nous ne voulons pas que tu le fasses, insista papa. Nous voulons savoir qui tu es vraiment.
Je ne peux rien promettre, dis-je prudemment. Mais je suis prête à tenter une reconnexion limitée. Les vacances sont toujours hors de question. Pas de réunion de famille avec Chloé pour l'instant. Peut-être un café une fois par mois, pour voir comment ça se passe. Le soulagement inonda leur visage. Ils s'étaient clairement attendus à un rejet total. Nous prendrons tout ce que tu es prête à donner, dit maman doucement. Alors que nous nous préparions à partir, papa hésita. Il y a autre chose. Nous avons vu les interviews que tu as faites, parlant de l'influence de ta grand-mère sur ton concept d'entreprise. Les remèdes de Véronique, ses journaux. Je hochai la tête, me demandant où il voulait en venir. Après que tu aies coupé les ponts, nous avons nettoyé le grenier. Nous avons trouvé une boîte de ces affaires que ton grand-père a envoyées après sa mort. Il y a d'autres journaux, certains en chinois, que nous ne pouvions pas lire. De vieilles photographies, des lettres. Nous avons pensé que tu pourrais les vouloir. Ma gorge se serra. Vous avez eu ces journaux tout ce temps? Nous ne savions pas qu'ils existaient jusqu'à récemment, expliqua maman à la hâte. Ton grand-père les a envoyés quand il a déménagé en maison de retraite. Ils étaient en stockage depuis des années. Papa tendit la main dans sa mallette et en sortit une enveloppe commerciale. Voici une clé pour un box de stockage que nous avons loué en centre-ville. Toutes ces affaires sont là. Prends-les quand tu seras prête. J'acceptai l'enveloppe, mes doigts tremblant légèrement. Merci. Devant le café, nous nous séparâmes avec des demi-câlins maladroits et des promesses de rester en contact. Je les regardais marcher vers le parking, leurs épaules moins rigides qu'à leur arrivée. Au lieu de retourner au bureau, j'appelai Tristan. Comment ça s'est passé? Demanda-t-il immédiatement. Mieux que je ne l'espérais. Différemment que je ne l'espérais. Je résumai la conversation en marchant vers notre appartement. Ils ont trouvé les journaux de grand-mère Véronique. Plus encore. Dès que je n'avais jamais vu. Waouh! Tristan savait ce que cela signifiait pour moi. Vas-tu les regarder aujourd'hui? Non, pas encore. J'ai besoin de digérer la rencontre d'abord. Je m'arrêtai à un passage piéton, observant les passants défiler. Il semblait vraiment plein de regrets, Tristan, et intéressé par Zenita d'une manière qu'il n'avait jamais eue pour mes idées auparavant. Les gens peuvent changer, dit-il prudemment, surtout lorsqu'ils sont contraints d'affronter les conséquences de leurs choix. C'est justement ça. Je ne suis pas sûre s'ils ont changé ou si c'est moi. Peut-être les deux. Le signal du passage piéton changea et je m'engageai dans la rue. Il y a 2 ans, leur approbation aurait tout signifié. Maintenant, c'est juste agréable. Inattendu, mais pas essentiel. Parce que tu as prouvé ta valeur à toi-même, dit Tristan. C'était toujours le voyage, n'est-ce pas? Non pas les convaincre, mais te convaincre toi-même. Je souris, une chaleur se répandant en moi à sa perspicacité. Quand es-tu devenu si sage? J'ai épousé une femme incroyable qui m'apprend quelque chose de nouveau chaque jour. Ce soir-là, Tristan et moi étions assis sur notre balcon, partageant une bouteille de vin, regardant les lumières de la ville apparaître à la tombée de la nuit. Je racontais chaque détail du déjeuner, analysant leurs mots, leur langage corporel, les choses tues. Penses-tu que tu te réconcilieras un jour complètement avec eux? Demanda Tristan. Je réfléchis attentivement à la question. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre à quoi ressemblerait une réconciliation complète maintenant. Nous ne pouvons pas effacer le passé. Non, mais vous pouvez écrire un avenir différent. Peut-être un avenir prudent, avec des limites. Je fis tournoyer le vin dans mon verre, le regardant capter la lumière. Le plus étrange, c'est de réaliser que je n'ai plus besoin de leur validation. Le panneau publicitaire qui a attiré leur attention, je ne l'ai pas mis pour eux. Je n'ai pas construit Zenita pour leur prouver qu'ils avaient tort. Je l'ai fait pour moi. Et c'est pourquoi tu as réussi, dit Tristan en levant son verre. À bâtir une vie à tes conditions. Je trinqua avec lui. Aux choix qui m'ont mené ici. Plus tard dans la semaine, j'ai visité le box de stockage seul. La boîte des affaires de ma grand-mère était posée au centre de l'espace autrement vide, une malle de taille moyenne avec des ferrures en laiton, et son nom peint en lettres dorées fanées sur le côté.
À l'intérieur, j'ai trouvé 12 journaux reliés de cuir vieilli, des photographies que je n'avais jamais vues, des lettres échangées avec des praticiens du monde entier, et des recettes de remèdes transmis de génération en génération. La découverte fut comme retrouver une pièce manquante de moi-même. Parmi les photographies, il y en avait une que je n'avais jamais vue, ma grand-mère se tenant fièrement devant une petite clinique en Annam, vêtue d'une blouse blanche avec un stéthoscope autour du cou. Le dos portait une inscription en caractères mandarins soignés, que je traduisis lentement en utilisant mes compétences linguistiques rouillées. Véronique Lee, praticienne en médecine intégrée, 1962. Médecine intégrée, pas seulement médecine traditionnelle chinoise, comme mes parents l'avaient toujours décrite. Elle pratiquait l'approche même sur laquelle je construisais mon entreprise, des décennies avant que la médecine occidentale ne commence à reconnaître sa valeur. Une autre photo la montrait avec un groupe de médecins occidentaux, tous souriant alors qu'ils se tenaient devant une bannière indiquant « Programme d'échange médical Est-Ouest ». J'ai passé des heures dans ce box de stockage, entouré de l'héritage de ma grand-mère, reconstituant l'histoire que mes parents n'avaient jamais connue ou délibérément simplifiée. Véronique Lee n'avait pas été simplement une guérisseuse traditionnelle, s'accrochant aux vieilles méthodes comme il l'avait dépeintes. Elle avait été une pionnière de la médecine intégrative, suffisamment respectée pour participer à des programmes d'échanges internationaux, éduquée dans les approches orientales et occidentales. Parmi ces papiers, j'ai trouvé de la correspondance avec des facultés de médecine en Amérique, des lettres d'instituts de recherche sollicitant son expertise, même un brouillon de chapitres de manuels qu'elle avait contribué à rédiger avant d'immigrer. Ma grand-mère, la femme que mes parents avaient subtilement dépeinte comme démodée, avait été une innovatrice, un pont entre les traditions de guérison. Des larmes coulèrent sur mon visage en réalisant ce qu'elle avait sacrifié en venant en Amérique. Elle avait renoncé au respect professionnel, aux relations universitaires et à un travail significatif, tout cela pour donner à ses enfants, y compris mon père, des opportunités qu'elle pensait qu'ils ne pouvaient pas avoir en Chine à cette époque. Mon père avait-il jamais su qui sa mère était vraiment, avait-il compris la profondeur de ses connaissances, le respect qu'elle commandait dans son domaine, ou avait-il, comme tant d'enfants d'immigrants, vu seulement les aspects d'elle qui ne correspondaient pas à la vie américaine ? Dans le plus ancien journal, écrit en partie en mandarin et en partie en français soigné, j'ai trouvé un passage qui semblait fait pour moi, bien qu'écrit des décennies avant ma naissance. Le chemin de la guérison n'est jamais droit. Il serpente à travers des vallées de doute, escalade des montagnes de résistance, traverse des rivières de peur. Mais à chaque pas, le guérisseur devient plus fort. La vraie médecine est dans le voyage lui-même, dans l'apprentissage à faire confiance à ce que les autres ne peuvent pas encore voir. Je traçais mes doigts sur l'écriture de ma grand-mère, ressentant une connexion qui transcendait le temps et les fractures familiales. Sa sagesse m'avait guidé quand mes parents ne pouvaient pas le faire. Sa croyance en la guérison holistique avait façonné ma vision quand d'autres l'avaient rejetée. J'ai soigneusement emballé les matériaux les plus immédiatement pertinents dans mon sac fourre-tout, les journaux, les photographies, les lettres qui documentaient ses réalisations professionnelles. Le reste devrait être correctement archivé, mais ces pièces rentreraient à la maison avec moi ce soir. Tristan m'attendait à mon arrivée, ayant préparé le dîner, mais ne voulant pas interrompre mon processus de découverte avec des appels ou des SMS. Ses yeux s'écarquillèrent alors que je étalais les photographies sur notre table à manger. Elle était incroyable, Tristan. Pas seulement une guérisseuse traditionnelle, comme mes parents l'ont toujours dit. Elle faisait de la médecine intégrée avant même que ce ne soit un domaine reconnu ici. Ma voix tremblait d'émotion. Elle était exactement ce qu'ils m'ont reproché d'essayer de devenir. Il examina les photos, les lettres, les entrées de journal que je lui traduisis. Cela change tout pour Zenita, n'est-ce pas ? Je hochai la tête, mon esprit s'emballant de possibilités. Nous ne bâtissons pas seulement sur un concept. Nous continuons un héritage. Ces journaux contiennent des protocoles qu'elle a développés, des combinaisons qu'elle a testées, des approches qu'elle a affinées pendant des décennies. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je m'assis sur notre balcon jusqu'à l'aube, lisant les journaux de ma grand-mère à la lumière d'une petite lampe, prenant des notes, haletant parfois devant des idées qui s'alignaient parfaitement avec des découvertes de recherche récentes, des connexions qu'elle avait établies 50 ans avant que des études modernes ne les confirment. La semaine suivante, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec notre équipe de développement produit.
Nous devons recentrer nos formulations, annoncer étalant des photocopies de pages clés des journaux sur la table de conférence. Ce sont les protocoles originaux de ma grand-mère. Ils sont le fondement sur lequel tout le reste devrait être construit. Avant la fin de la matinée, nous avions élaboré une feuille de route produit révisée. Notre responsable de la recherche et du développement, le docteur Kira Dupont, une médecin formée à la Sorbonne qui avait été désillusionnée par les limites de la médecine conventionnelle, vibrait littéralement d'excitation. Ces combinaisons ont un sens parfait d'un point de vue biochimique et traditionnel, s'émerveilla-t-elle en étudiant les notes de Véronique. Votre grand-mère avait des décennies d'avance sur son temps. Les produits reformulés ont été lancés 2 mois plus tard. Les commentaires des clients furent immédiats et extrêmement positifs. Les utilisateurs ont signalé des effets plus notables, de meilleurs résultats, moins d'effets secondaires. Notre taux de rétention, déjà leader du secteur, a encore augmenté. Le mois suivant, notre nombre d'abonnés a atteint 150 000. Nous avons lancé notre ligne spécialisée de mélanges adaptogènes, élargi nos services de télémédecine et commencé les préparatifs pour l'expédition internationale. 3 nouveaux panneaux publicitaires sont apparus sur les marchés principaux et Zenita a conclu des partenariats avec 2 systèmes hospitaliers intéressés par des approches de soins complémentaires. J'ai rencontré mes parents pour un café comme promis. La conversation a coulé plus facilement qu'au déjeuner, bien qu'évitant soigneusement les eaux émotionnelles plus profondes. Ils ont posé des questions sur les développements récents de Zenita. J'ai demandé des nouvelles de leur vie, de leurs amis, de leur jardin. Nous n'avons pas mentionné Chloé. Alors que nous partions, maman m'a tendu un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, hésitant à l'accepter. « C'est le bracelet que ta grand-mère m'a donné quand j'ai épousé ton père, » expliqua-t-elle. « J'ai pensé que tu aimerais l'avoir pour le lien avec elle. » Je l'ai déballé soigneusement. Un délicat bracelet en jade avec incrustation d'argent, simple mais élégant. « Elle aurait été si fière de toi, » dit maman doucement. Elle disait toujours que tu avais son esprit. Je glissai le bracelet à mon poignet, surprise par l'ajustement parfait. Merci. Vas-tu penser à rencontrer Chloé ? Demanda papa alors que nous atteignions la porte. Elle demande constamment de tes nouvelles. Elle dit que sa sœur lui manque. La question a remué des émotions compliquées. Chloé avait été élevée pour s'attendre à une préférence, mais elle n'avait pas créé la dynamique entre nous. Nous avions toutes 2 été façonnées par les choix de nos parents. Pas encore, dis-je, mais peut-être un jour. En rentrant au bureau, je réfléchis au chemin étrange qui m'avait amené ici. Le mariage que ma famille avait manqué avait marqué le début de ma vie la plus vraie. La douleur de leur absence m'avait poussé vers l'indépendance. Je n'aurais peut-être jamais revendiqué le contraire. Le panneau publicitaire qu'ils avaient vu par hasard représentait non seulement une campagne marketing, mais une manifestation visuelle de tout ce que j'avais construit en leur absence. Leur choc de voir mon succès affiché si publiquement semblait approprié, un renversement de notre ancienne dynamique, où j'avais toujours été celle qui les regardait, cherchant la reconnaissance. Je touchai le bracelet de jade à mon poignet, pensant aux journaux de ma grand-mère et à sa croyance en la guérison circulaire. Peut-être était-ce sa propre sorte de médecine, la reconstruction lente et prudente d'une relation fondamentalement brisée, maintenant avec de nouvelles conditions et des limites plus claires. Ce soir-là, j'ai ajouté une note à mon document de stratégie pour la prochaine phase de croissance de Zenita, étendre le programme de sensibilisation communautaire pour inclure des initiatives de bien-être familial. Explorer des approches intergénérationnelles pour la guérison des systèmes familiaux. Tristan l'a remarqué en examinant le document plus tard. « Nouvelle direction ?» demanda-t-il. « Pas exactement » répondis-je, pensant à mes parents, à Chloé, à la tapisserie complexe de blessures et d'espoir qui formait notre histoire. Juste intégrer toutes les parties du voyage. C'est ce que signifie vraiment holistique, n'est-ce pas ? Rien n'est perdu, tout est transformé. Il me serra la main. D'une invitation de mariage rejetée à un perturbateur de l'industrie. Toute une transformation. La meilleure revanche n'est pas de couper les ponts avec les gens, dis-je, ne le comprenant pleinement qu'en prononçant les mots. C'est de devenir si complètement soi-même qu'ils sont obligés de voir ce qu'ils ont manqué. Non pas pour les blesser, mais pour enfin être vus.
La semaine suivante, nous avons confirmé les emplacements de 3 panneaux publicitaires supplémentaires. L'un serait situé près du quartier de mes parents, non pas comme une déclaration ou un rappel, mais simplement parce que les données démographiques correspondaient à notre public cible. Cette fois, ce ne serait pas une surprise quand ils verraient mon visage au-dessus de l'autoroute.